Loana, bonsoir. Bonsoir. Très heureux que vous ayez choisi Ça s'en va et ça revient. Merci de m'avoir invité. Pour parler de votre livre, Oui. qui est très bouleversant, comme je l'ai dit en commençant cette émission. Alors, c'est la première télé que vous faites pour votre livre. Est-ce que vous êtes plus ou moins ému que le jour où vous êtes entré dans le loft? C'est différent. Ouais. Là, parce que je suis rentrée dans le loft pour un jeu. Ouais. Là, maintenant, je me présente à vous en ayant fait quelque chose. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est pas pareil. J'ai dit ici, Loana, ce que je pensais de Love Story. On a même fait un petit loft souris, avec des souris. Le loft, je ne trouvais pas ça très dangereux. Ce que je trouve dangereux, c'est ce que ça peut amener derrière comme type d'émission dangereuse. Aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler que du loft. On est là pour parler de vous. Alors, la question, tout le monde va vous la poser. Il va falloir que vous vous habituiez à répondre. Pourquoi Miette? Donc, il y a une anecdote qui est toute prête. Servez-la moi pour la première fois. Parce qu'en fait, c'est le surnom que me donne ma mère depuis que je suis toute petite. Donc, il y a eu Puce, Poussin, enfin, il y a tous les petits surnoms, je pense qu'on a tous de par notre mère. Et c'est vrai que ma mère me parle tout le temps Miette, même maintenant encore. Hein. Et c'est vrai qu'aux alentours, aux alentours des 7 ans, on a toujours cette curiosité tout le temps de dire pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc, un jour, je suis allée voir ma maman et j'ai fait maman, pourquoi tu m'appelles Miette? Et donc, ma mère, en fait, elle m'a répondu du tac au tac. Elle m'a dit, pour moi, la famille, c'est comme un pain. Donc, ton père, c'est la croûte, dure, protectrice. Moi, je suis la mie, douce, tendre. Et donc, un petit bout d'eux, en fait, ça fait une miette. Voilà. Alors, lui demandez plus parce qu'elle vous racontera exactement la même chose à chaque fois. Alors, à Saint-Tropez, tout le monde croyait que vous passiez votre temps dans les boîtes de nuit ou à la plage. En fait, vous écriviez. Combien de temps par jour? C'était entre 2 et 5 heures. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Hein. Oui. Alors, ce livre, vous l'avez fait pour faire un certain nombre de mises au point. D'abord par rapport à votre enfant, dont on a beaucoup parlé. Ensuite, par rapport aux médias, parce que beaucoup de choses fausses ont été racontées sur vous, beaucoup de choses inventées. C'est aussi une mise au point sur votre vie amoureuse, ce bouquin. Oui. Parce que c'est vrai qu'on vous a vu tomber assez facilement dans les bras de Jean-Édouard. Mais vous racontez dans ce livre que vous n'avez jamais eu que 6 mecs dans votre vie, ce qui n'est pas terrible. Hein, Non, sauf... enfin, je sais pas, non, ça paraît c'est pas énorme. Merci. Vous dites c'est un livre pour vous reconstruire. Vous dites faire mon livre, c'est refaire ma vie. Oui, un peu. Ouais. Disons qu'en fait, ce livre, enfin le Love Story, en fait, ça a été une clôture. C'est une séparation entre la vie d'avant et la vie de maintenant. C'est pour ça que je pense que je suis à même de pouvoir écrire un livre. Parce que maintenant, ma vie est tellement différente. Ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Ça change ma vie. Je l'ai fait aussi un peu moi, ça a été un peu une sorte de thérapie. Parce que c'est vrai que toutes les choses qui sont écrites à l'intérieur, j'ai voulu les enfouir à l'intérieur de moi. Et je pense pas que c'est vraiment la bonne chose à faire. Quand on a un souci ou n'importe quoi, il faut en parler. Et là, on se rend compte que les gens qui sont autour de soi, des fois, ont les mêmes soucis que nous. Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à l'exprimer, donc je me suis dit, faire un livre, en fait, ça a été un peu ma thérapie. J'ai pu marquer sur papier toutes mes émotions. Les gens vont le lire, vont l'aimer, ne pas l'aimer, je sais pas. Mais pour moi, ça a été un soulagement. Maintenant, je le mets à part. Ben, c'est un livre qui parle de l'autre Loana. Oui. Oula. Alors on va voir que votre histoire, c'est un peu Marilyn, mais c'est d'abord Cendrillon, parce que quand vous arrivez au loft, vous dites j'avais perdu toute ambition, je me voyais pour des années dans la même situation, une poupée dansant sur des podiums, je stagnais. Vous étiez un peu au bout du rouleau quand vous êtes arrivé dans le loft. C'était un travail qui me plaisait, mais où je voyais pas d'avenir. Enfin, il me plaisait, mais pas vraiment énormément, parce que le fait de se montrer, en fait, on voit que notre corps et pas vraiment notre intelligence. C'est vrai que c'est pas très valorisant, mais je savais pas comment faire. C'est vrai que j'avais pas fait beaucoup d'études, et il fallait que je travaille pour gagner de l'argent, pour vivre. Et c'est vrai que je voyais pas d'avenir. Je me disais, j'aimerais être mannequin, mais j'avais frappé déjà à quelques portes, et elles étaient restées fermées en fait. Et donc je voyais pas d'avenir. Donc c'est vrai que j'ai travaillé. C'était en fait une sorte de routine. Et j'avais plus trop d'ambition, plus trop d'avenir. Alors aujourd'hui, quand vous vous décrivez, vous dites je suis la gagnante du loft, enfin vous n'avez même pas besoin de le dire, parce que toute la France le sait. À ce moment-là, c'était difficile, parce que quand vous remplissez les formulaires pour vous inscrire à Love Story, quand on vous demande de vous décrire, vous écrivez introverti, enfin vous avez du mal à vous décrire à ce moment-là. C'est sûr que quand j'ai vu la question, j'ai un peu buté, j'ai fait mais qu'est-ce que je pourrais marquer? Je peux pas marquer quelque chose qui ne me ressemble pas, et c'est très dur de se décrire. Alors j'ai essayé de marquer quelques côtés positifs. Généreuse, introvertie. Voilà, alors j'ai marqué quelques côtés positifs, généreuse, bienveillante envers les personnes que j'aime, et c'est vrai que j'ai marqué les côtés un peu négatifs, introverti, un peu timide. Alors vous racontez comment vous avez été choisie pour être lofteuse, 8000 dossiers, 500 candidatures retenues, et le casting. Alors le casting, c'est terrible parce que quand vous arrivez, le mec qui vous caste, Benoît, vous dit t'as pas honte d'être habillée comme ça? Alors vous prenez ça très très mal. Oui, j'ai pris ça très mal. Parce que j'y suis allée là-bas, mais pas très sûre de moi en fait. Donc j'étais un petit peu inquiète, et c'est vrai que quand on arrive, on s'assoit. Et la personne qui est en face me dit mais t'es vraiment mal fringuée aujourd'hui. Et elle me fait t'as pas honte de venir comme ça? Et en fait il posait la question à tout le monde. En fait c'était une question qui était posée à tout le monde. C'était pour vous déstabiliser et poser la question à tout le monde, et vous ne le saviez pas à ce moment-là. Alors après il vous demande de draguer la caméra. Donc moi j'ai dit c'est impossible, déjà dans la vie j'y arrive pas. Enfin disons que j'y arrive très difficilement, je suis très timide, donc je commence à rougir, je bégaye, c'est très dur. Donc j'ai dit non je peux pas, donc il a bien essayé pendant 20 minutes quand même. J'y suis pas arrivée. Après c'est vrai qu'il m'a dit bon bah alors danse.
J'ai fait, je vais pas danser, il n'y a pas de musique. Il m'a dit chante, je suis impossible, j'ai une mauvaise voix. Il me dit marche sur les mains en fait. Et j'ai fait, je sais pas le faire. Et c'est vrai que quand je suis sortie de là-dedans, j'ai fait mince, j'ai rien montré. C'est ça qui leur a plu, j'en suis sûr. Je sais pas. Si. Alors après, il y a tous les tests psychologiques, quotient intellectuel, etc. Vous avez 140 d'ailleurs. Ce qui est pas mal. De le savoir. Alors après, vous êtes dans le loft et il y a une caméra dans les toilettes et vous dites, on est tous restés. C'est la pire pour moi. Ah oui, on est tous restés 4 jours sans aller aux toilettes. Oui, c'est vrai. Tous. Mais il vous disait qu'elle marchait pas, mais vous en savez rien. En fait. Mais bon, il y a quand même une caméra, donc je vous imaginez dans un toilette, vous avez une caméra, un micro derrière, et c'est vrai que tous, pendant 4 jours, on n'y est pas allé. Alors il y a Stevie, la première fois qu'il vous voit, il vous dit, toi tu t'es fait refaire les seins. Alors vous savez pas quoi répondre, vous dites quand même, c'est un peu emmerdant. Et puis vous dites, si je dis non, ils vont tous mater quand je vais prendre ma douche, donc vous décidez de dire oui. Oui. C'est une question à laquelle je répondais non forcément quand tu étais à l'extérieur parce que bon, ça regarde personne. Si j'avais fait ça, c'était pour moi. Et donc c'est vrai que dans les conversations normales, je le mettais pas. Enfin, j'essayais d'enclencher ça très vite. Et c'est vrai que là, la situation était différente. Stevie m'a posé la question. J'ai réfléchi en 2 secondes. Je me suis dit, je suis rentrée là. C'est pour être moi-même. J'essaie d'être franche au test et tout. Et puis bon, il y a des caméras, tout le monde nous voit. Je me suis dit, c'est pas la peine de commencer à mentir. C'est vrai que j'ai dit oui. Et c'est vrai qu'au bout de 2 minutes, je suis partie quand même dans la chambre et j'ai enfilé un gros fil pour éviter qu'on me pose toute autre question. Vous aviez 10 yeux braqués sur vous instantanément. Oui, ça a fait ça. Alors, le 18 mai à 14h, le monde s'écroule. Vous êtes convoqué justement au confessionnal. Et la voix vous dit, Loana, dans la presse, il est paru que tu as une petite fille qui s'appelle Mindy. Et c'est vrai, quand vous aviez rempli le questionnaire, on vous demandait, est-ce que vous avez un enfant à charge ? Et vous avez dit non, parce qu'en fait, c'est vrai, l'enfant n'était pas vraiment à charge, puisque un enfant à charge, c'est si vous l'aviez quitté, si vous l'aviez laissé toute seule à la maison. C'était séparer une mère de son enfant et pouvoir qu'elle ne le voie pas et que l'enfant ne voie pas sa mère pendant autant de mois. C'est vrai que moi, je ne l'avais pas avec moi tous les jours. Mais j'ai beaucoup hésité sur la réponse de la question quand même. Alors là, quand la voix vous dit ça, d'un seul coup, c'est plus un jeu, quoi. Le monde s'écroule, quoi. C'est-à-dire, d'un seul coup, ça a été très dur, parce que c'est vrai que j'étais au bord de la piscine, bon, j'étais là, tranquille. On m'a appelé dans le confessionnal, on m'a annoncé ça. Et là, d'un seul coup, j'ai eu plein de questions qui me sont passées à travers la tête. Ça a été déjà, j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à tous mes amis, en fait, qui ne le savaient pas, une bonne partie. J'ai pensé en fait à tous les gens qui nous regardaient derrière la caméra. Je me suis dit comment est-ce qu'ils vont le prendre ? Est-ce que je ne vais pas être jugée trop sévèrement quand je vais sortir ? Est-ce qu'on ne va pas me huer ? J'ai eu vraiment de très très grosses angoisses. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question, est-ce que tu veux sortir ? Et j'ai répondu surtout pas. Bah oui, parce que bizarrement, vous vous sentez protégé. Oui, on était un peu c'est incroyable, alors qu'il y a des caméras partout, la France entière vous regardez. Vous vous sentez quand même dans une certaine intimité dans le loft, et vous préférez rester que sortir à ce moment-là. J'ai préféré parce que déjà les questions qu'ils me posaient, enfin déjà la production, les quelques questions qu'elles m'ont posées, en fait, ça a de suite déclenché des larmes. Et je me suis dit en sortant, en fait, il y a tous les journalistes qui vont me poser des questions encore plus dures, et j'avais envie de respirer encore un peu et de pouvoir sortir. Vous avez su que la photo était parue en une de Paris Match ? Non, ça non, on n'avait pas des détails. Moi, j'ai pas eu de détails. J'ai juste eu cette phrase-là. Oui, on ne savait pas dans quel journal. En fait, c'est la production qui avait demandé à votre mère de la donner pour couper court aux rumeurs, mais ça, vous le saviez pas, vous ? C'était pas ça, c'était ma tante qui avait fait une interview, en fait, et qui avait raconté l'histoire de ma fille, très faussement d'ailleurs, parce qu'elle avait raconté des choses horribles qui ne sont pas du tout passées. Il y a eu beaucoup de médisance de la part de votre tante et de votre grand-père qui disaient on a voulu l'adopter alors qu'ils vous ont chassé. C'est eux qui m'ont chassé de chez eux et ils ne m'ont jamais demandé si j'avais 100 francs pour manger, donc ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, là, tout vous revient, bien entendu, dans le bouquin. D'un seul coup, on passe dans votre vie. Et c'est vrai que si vous avez été jugé sévèrement sur le moment, peut-être, en tous les cas, quand on lit l'histoire, on ne vous juge plus du tout sévèrement. Donc l'histoire, ben la voilà. Donc vous vivez avec Gwenaël, qui est votre vrai grand amour. En tous les cas, ça a été le premier. Vous vivez avec lui depuis 6 ans. Et puis un jour, il part dans le Nord travailler pour 2 mois. Et vous, pendant qu'il n'est pas là, vous rencontrez un autre garçon et vous tombez enceinte. Oui, c'est vrai. Au début, vous n'y prêtez pas attention. Je ne sais pas que je n'ai pas prêté attention, en fait. Je m'en suis aperçue quand j'étais enceinte de 4 mois. Parce qu'en fait, je continuais à avoir mes règles normalement. Et j'avais pas de ventre. En fait, j'ai commencé à avoir du ventre à partir de 6 mois, 7 mois. Parce que j'étais très musclée, beaucoup d'abdos, ce qui fait qu'en fait, les abdos ne s'écartent pas et le ventre reste assez plat. Donc c'est vrai que j'avais pris quelques kilos, j'avais un peu les seins un peu gonflés. Donc finalement, je suis allée voir mon gynécologue et j'ai fait voilà, j'ai quelques petits trucs un peu bizarres. Mais j'avais pas de vomissement, rien du tout. J'étais en forme, je dansais encore sur des podiums. Et donc on a fait une prise de sang et il m'a dit tu es enceinte de 4 mois. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut plus se faire avorter en France. Il faut aller à l'étranger pour se faire avorter. Vous trouvez l'argent. Vous prenez un avion pour aller à Madrid, et là où c'est très touchant, c'est que avant le départ, vous faites une échographie. J'ai fait la première échographie pour savoir si c'est bien formé. Vous la voyez. Et je vois ma fille pour la première fois. Voilà, dans la lumière bleue de l'échographie comme ça.
Et là, à l'arrivée à Madrid, vous n'arrivez pas à vous faire avorter, en fait. Non, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu l'image qui me hantait. Je crois que c'est psychologiquement, je pense que je commençais déjà à la sentir. Ouais. Et c'est vrai que je suis arrivée dans cette ville, c'est vrai que j'ai marché toute l'après-midi. Ouais. Et c'est vrai que je suis rentrée le soir sans passer par la clinique. Donc tous ceux qui vous ont jugé sévèrement, finalement, s'apercevront en lisant votre livre que finalement, vous avez refusé de vous faire avorter, que vous avez préféré garder cet enfant. Alors, au début, vous dites, je vais me débrouiller. Mais en fait, vous n'y êtes pas arrivé, quoi. C'est l'espoir, je pense. L'espoir fait vite. Je me suis dit, c'est bon, je vais trouver un appartement, je vais trouver un autre travail. Et en fait, les mois sont passés très vite et j'ai pas trouvé. Ouais. J'étais encore avec mon premier amour, mais l'enfant n'était pas de lui. Ouais. C'était pas facile. Et ma mère, à ce moment-là, était un petit peu en dépression nerveuse. En fait, je me suis retrouvée seule avec lui, dans sa famille, avec cet enfant qui n'était pas de leur sang. Donc j'avais pas beaucoup de choix. C'était peut-être que j'aurais pu trouver un petit appartement un petit peu miteux où j'aurais fait pas trouver n'importe quel boulot, mais c'était pas la vie que j'aurais voulu pour ma fille. J'aurais voulu qu'elle grandisse avec un père, une mère, des gens qui l'aiment, avec un beau foyer. Et c'est vrai que c'était très dur de prendre cette décision-là. Alors là, vous êtes partagé parce qu'à la fois vous voulez garder cet enfant, vous l'avez prouvé en rentrant de Madrid sans vous faire avorter. Et en même temps, vous mettez des bandes sur le ventre parce que voilà, vous voulez continuer parce que j'étais dans leur famille, donc je ne voulais pas montrer que j'étais enceinte. Alors c'est vrai que je mettais des bandes qui compressaient le ventre. Et c'est vrai que j'essayais de faire tout comme une fille normale. Donc j'allais faire des courses, je sortais mon chien, j'essayais de rester active. Et c'est vrai que quand je rentrais dans la chambre et qu'il n'y avait plus personne qui me voyait, c'est vrai que je m'écroulais sur le lit. Et vous dites, il m'est même arrivé de me mettre des coups de poing sur le ventre de rage, pour la perdre. Oui, ça m'est arrivé aussi quelques fois. Pendant ma douche, des fois, je me disais, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir ce geste malheureux quelques fois. Alors, problème avec Gwenaël, évidemment, puisque l'enfant n'est pas de lui et qu'il a été fait pendant une absence. Accouchement extrêmement difficile, sans péridurale, pourquoi ? Parce que j'ai accouché un mois plus tôt, parce que j'avais des complications du fait que je serrais beaucoup mon ventre. Et donc, je suis rentrée à l'hôpital. On m'a fait un accouchement accéléré, donc des piqûres à partir de 6h du matin, pour que ça soit provoqué. Et à 19h, j'avais toujours des contractions, mais il n'y avait rien. Et ils avaient peur que je passe la nuit comme ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils l'ont provoqué. Ils ont crevé la poche des os, ce qui fait que ça accélère l'accouchement. Et au moment où j'allais pour accoucher, où j'aurais dû avoir la péridurale, il y avait deux médecins qui étaient en train avec d'autres femmes qui accouchaient. Et donc moi, il n'y avait pas de médecin pour moi. Et au moment où il y en a un qui s'est libéré, c'était trop tard. Ça aurait pu mettre la vie du bébé en danger. Ça fait que j'ai accouché à l'ancienne. Et puis à l'ancienne, et puis avec beaucoup de problèmes, 22 points de suture. 22 points de suture, épisiotomie. Oui, ça s'est déchiré. Alors, pendant 7 jours, vous êtes maman. Oui. Vraiment maman. Et puis un jour, vous dites à l'assistante sociale, je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Il y a 2 infirmières qui rentrent dans la chambre et qui partent avec l'enfant. Et là, vous l'entendez pleurer pour la première fois. C'est-à-dire que pendant les 7 jours où elle est restée avec vous, elle n'a pas pleuré du tout. C'était un bébé extraordinaire. Elle était, je ne sais pas si... Parce que j'étais maman pour la première fois, alors on s'inquiète toujours. Et c'est vrai qu'elle ne pleurait pas, elle était très sage. Et souvent la nuit, je la prenais pour l'endormir contre moi. Et c'est vrai qu'elle n'avait jamais pleuré. C'est vrai que quand on me l'a enlevée, elle était à plusieurs salles plus loin, mais on reconnaît toujours le cri de son enfant. Au bout du couloir, vous l'entendiez pleurer. Et c'est vrai qu'elle a pleuré jusqu'au moment où je suis partie. Et je sais qu'elle a pleuré pendant longtemps. Elle refuse de se nourrir, elle a fait ce qu'on appelle, c'est assez rare, mais l'anorexie du nourrisson. Oui, c'est vrai, j'ai appris ça beaucoup plus tard quand j'ai décidé de la revoir. Et on m'avait appris, qu'elle a eu pendant le premier mois, elle refusait de se nourrir totalement. Elle ne voulait pas, donc elle a commencé à dépérir un petit peu. Bon, après, avec la médecine actuelle, on a bien sûr réussi à la renourrir, mais c'est vrai que ça a été très dur les premiers temps, dès que je l'ai laissée. Alors que c'était un bébé goinfre, elle mangeait plus que son biberon, et les infirmières m'engueulaient tout le temps parce que j'ai toujours lui en donner, parce que elle pleure, elle a encore faim, parce que bon, on est toujours comme ça, je pense, les mamans. Et c'est vrai que je me faisais engueuler souvent, et c'est vrai elle refusait de se nourrir. Alors, vous ne la faites pas adopter, vous la placez d'abord, puis ensuite dans une pouponnière, où vous allez la voir en cachette 2 fois par semaine. Et puis un jour, vous réalisez que vous ne la récupérerez jamais. Vous allez voir Mindy, donc votre fille, dans sa famille d'accueil. Et puis, un jour, elle vous repousse, parce que ce n'est pas vous qui avez l'habitude de lui donner à manger. Donc, quand vous vous approchez d'elle, elle vous repousse, parce qu'elle a pris l'habitude que ce soit sa maman d'adoption qui lui donne à manger. Et là, ça vous a flingué, quoi. Ça m'a fait énormément mal. J'en ai pleuré pendant 2 jours, parce que j'essayais de faire du mieux que je pouvais. C'était très pénible pour moi déjà de la voir et de pouvoir en fait la laisser. Et c'est vrai que quand elle a eu ce geste un petit peu, c'est vrai que ça m'a énormément fait mal. C'est vrai que j'ai posé les affaires et c'est vrai que je suis partie en courant et c'est sa maman un petit peu d'adoption, sa tata, qui est venue et m'a dit mais c'est normal, c'est pas grave. Et c'est vrai que moi j'étais en larmes et je comprenais pas trop bien. C'est pas vous qui la nourrissiez habituellement, donc. Oui, c'est tout simplement pour ça. Et vous dites la voir me faisait plus de mal que de bien. C'est-à-dire quand vous y alliez, vous étiez heureuse, et quand vous repartiez, vous étiez effondrée. C'était un petit peu quand on me l'avait enlevée, quand on me l'avait prise à l'hôpital. Et c'est vrai que c'était très dur de la laisser.
Alors, vous n'êtes pas à retourner la voir depuis la fin du Loft, pourquoi? Parce que j'ai tout simplement, j'ai vu un petit peu la presse et je prends des nouvelles, je sais qu'elle va très bien, mais j'ai peur qu'en fait, en allant la voir, j'ai pas envie que n'importe quel paparazzi me suive, la prenne en photo. Et ensuite, et des photos de Loana dans certains endroits. Et j'ai pas envie qu'il y ait plein de monde qui vienne la voir. Je voudrais qu'elle grandisse normalement. Ce que j'ai fait, j'ai pas voulu le faire contre elle. J'ai pas envie justement qu'il y ait autant de tapage qu'il y a autour d'elle, qu'il y a autour de moi. Donc voilà, quand on lit votre bouquin, déjà, on apprend cette histoire. Et puis après, on découvre votre enfance. Votre père, donc, qui était magasinier, jusqu'à ce qu'il perde son travail. Et vous dites, quand il a perdu son travail, il a perdu sa fierté. Il pouvait plus assumer son foyer. Et là, il a commencé un peu à devenir, à picoler un peu, à devenir un peu colérique, quoi. Ouais, je pense que oui, c'est une famille un petit peu d'Italiens et c'est un petit peu la famille d'avant. C'est vrai que le père, quand il perd son travail, ma mère ne travaillait pas, il perd un peu le statut de chef. Il se sent diminué. Il se sent un petit peu diminué. Je pense que c'est ça qu'il n'a pas supporté. C'est vrai que son enfance à lui n'était pas très facile non plus. Bah lui, lui voyait toujours son père à lui qui battait sa mère. Et un jour, il y a une scène terrible dans votre bouquin, c'est qu'il se révolte, votre père, donc il se révolte contre son propre père qui battait sa mère. Et sa mère, donc votre grand-mère, au lieu de l'aider lui, elle lui tient les poignets pendant que son père le bat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la femme du foyer était passée du côté de l'homme, du chef. Ça, c'est la vraie famille italienne. Malgré le père peut faire ce qu'il veut, on n'a pas le droit à toucher au père de famille. Ça veut dire que même si le père bat sa femme, elle ne se rebelle pas contre, elle pense que c'est bien. Et donc le fait que mon père ait eu ce geste-là, elle ne l'a pas accepté, mais mon père ne l'a pas accepté lui non plus, parce que lui faisait ça pour l'aider. Alors votre père, il est tellement malheureux d'avoir perdu son boulot, il est tellement dépressif de ça qu'il commence à battre votre mère. C'est vrai qu'il lui donnait des gifles, c'est souvent des injures. Donc un peu un rabaissement, un peu des humiliations, mais c'était pas à la battre. Elle pouvait sortir le lendemain dans la rue sans que forcément tout le monde se rende compte. Et vous, dans ces cas-là, vous allez vous réfugier sous une chaise? C'est vrai que quelquefois, les chaises que j'avais, c'est réfugier sous la chaise de ma mère. Parce que j'avais l'impression qu'elle me protégeait un peu et c'est vrai que je restais là un peu bloquée. Alors un jour, il y a une scène très forte, c'est-à-dire que votre père était chasseur, il adorait chasser. Votre mère, c'était sa passion. Votre mère prend un fusil, elle le vise, et lui, il se retourne, il s'en aperçoit, et il attrape le fusil comme ça, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il le casse par terre. Il le casse de rage par terre et il s'en va. Et votre mère s'en va. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, ma mère est partie, elle a pris quelques affaires. Elle a pris la voiture, j'y ai fait tu pars où? Elle m'a dit t'inquiète pas, je reviendrai. Et c'est vrai qu'elle est partie. C'est vrai qu'elle est revenue. Et elle est revenue. Alors là, sa colère retombe sur vous, il boit, et puis vous restez toute seule avec lui. Et puis alors, il est quand même méchant avec vous, parce que quand vous êtes en 6e à cette époque-là, donc c'est très jeune. Quand il vous emmène en voiture en 6e, il vous dit tu seras une pute comme ta mère, ce qui d'abord n'est pas vrai, et deuxièmement est d'une méchanceté totale quand même, non? Il fallait qu'il soit malheureux pour être méchant comme ça, non? Je pense qu'il était très malheureux. Je ne sais pas s'il avait bien réalisé pourquoi est-ce que ma mère était partie. Je pense qu'il a dû penser qu'elle était partie comme ça, sans aucune raison, alors qu'elle en avait. Et c'est vrai que ça est reporté un peu sur moi. Je ressemblais à ma mère, j'étais la seule fille qui était là. Il fallait qu'il montre sa peine. Et souvent, quand on veut montrer son chagrin, on le montre par de la méchanceté. Et c'est ce qu'il a fait pour moi, oui. Alors il vous torture mentalement, il vous fait jouer, par exemple, quand il y a le journal télévisé, il vous demande de lui raconter les pays comme l'Estonie, la Lituanie. C'était cette fameuse époque, il fallait que je sache par cœur. Les capitales. Vous n'en saviez rien? Pas toujours. Et puis alors, il faut débarrasser la table, enfin pas débarrasser d'ailleurs, parce que si vous dites débarrasser... C'était une gifle. C'est une gifle, donc desservir la table en 10 minutes, le temps qu'il aille promener le chien. Et vous dites une phrase terrible et qui est très juste, vous dites « Les gamins ont cette force de ne pas mesurer leur malheur ». C'est vrai. C'est vrai qu'ils ne se rendent pas compte des fois. Les enfants pensent que c'est normal. Vu qu'en fait, ils ne voient que leurs propres parents, ils ne voient pas les parents des autres. Donc, ils pensent que leur vie, telle qu'ils la visent, elle est normale. Alors, pour moi, elle n'était pas mauvaise. C'est vrai que je s'ouvrais un petit peu le soir, mais c'est vrai que l'après-midi, j'étais une fille comme toutes les autres. Je m'amusais comme toutes les autres parce que je pensais que les autres vivaient la même chose que moi. Vous n'en parliez pas, de toute façon. Non, j'en parlais pas. Alors, il va très loin parce qu'un jour, par exemple, vous dormez sur un canapé, je ne sais plus, vous êtes allé déjeuner. Chez ma tante. Il vous réveille en sursaut et il vous dit « Qu'est-ce que tu seras quand tu seras grande ?» En fait, il m'a posé cette question. C'est une question qui revenait inlassablement. C'est la question qui me posait quand j'allais à l'école. Elle remonte donc moi par lassitude parce que je venais de me réveiller tout simplement. Pour lui faire plaisir, j'ai fait je serai qu'une pute. Et c'est vrai que là, sa réaction était très violente. Il m'a frappée. Et en fait, il aurait voulu que je réponde autre chose, mais moi, j'en savais rien. Vous n'avez plus de nouvelles de lui aujourd'hui? Non, j'ai plus de nouvelles de lui. Vous allez l'appeler là? Non, je pense pas. Je pense que lui ne le fera pas non plus. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps on va tenir.
Je pense que c'est de la fierté, hein, peut-être un peu mal placée, mais je crois que c'est héréditaire et c'est souvent comme italien, ça. Ouais. Voilà. Donc je pense que c'est souvent dans ces familles quand il arrive des très gros problèmes, peut-être qu'arrivera peut-être un jour un drame, et c'est là peut-être qu'on se reverra et peut-être que les liens se ressoudront. Mais bien sûr que j'ai envie de revoir mon père. J'aimerais qu'ils me disent juste, je suis fière de ce que tu as fait et ça compte pour moi. Voilà. Même maintenant encore. S'il nous regarde. J'aimerais bien qu'il fasse. Alors, votre mère vient vous voir un soir, elle débarque là, dans la maison, vous repartez avec elle. Il la frappe aussi ce soir-là, hein, elle a un traumatisme crânien, elle a le nez cassé, et là elle sombre dans la dépression, et ça aussi, donc il y a eu les premiers problèmes avec votre père, donc, qui lui était assez violent, et votre mère au contraire, elle devient dépressive, et elle vous renvoie chez lui. Oui, elle me renvoie chez moi. Elle me renvoie chez moi, en fait, je crois que c'est un an et demi plus tard. Je pense qu'elle craquait elle aussi parce que le fait de partir, de reconstruire sa vie, ses nerfs ont lâché. Je pense que c'est pendant trop d'années ses nerfs ont tenu. Et c'est vrai qu'elle a eu cette phrase un petit peu malheureuse où j'y ai fait mais tu sais très bien que papa va me frapper. Et elle m'a répondu oui mais ça te fera du bien. Et elle m'a renvoyée chez mon père. Alors là, quand vous arrivez chez votre père à nouveau, ça va un peu mieux, parce qu'il était avec une fille qui a pratiquement votre âge. Oui, il a retrouvé du travail. Puis vous avez quoi, 16 ans. Il était avec une fille qui s'appelle Sandrine, qui a quoi, une vingtaine d'années. Hein. Et il vous dit, t'inquiète pas, Loana, j'ai changé. Donc vous y croyez, vous revenez, c'est assez sympa. Mais quand Sandrine amène son petit garçon, parce qu'elle avait eu un petit garçon avec un autre homme avant, là, il commence à piquer des colères noires contre le môme. Je pense pas que c'était vraiment contre le môme. Je pense qu'au début, il a été bien. Puis de voir peut-être une famille, ça lui a peut-être rappelé la nôtre. Et c'est vrai qu'il a recommencé à boire. Et c'est vrai que ses gestes ont été les mêmes que précédemment. Alors là, c'est à tour de rôle, avec Sandrine et vous. Donc, à tour de rôle, après le dîner, il y en a une qui part dans la chambre avec le gosse et il y en a une qui reste avec votre père. Et celle qui reste, elle en prend plein la gueule. Et puis, il y en a certains soirs, vous dites, elle pourrait quand même venir s'occuper de son môme, mais elle vient pas et vous y allez pas non plus quand c'est elle qui est là-bas. Oui, c'est vrai que j'avais un peu cette phrase malheureuse quand c'est moi qui restais à table de dire elle pourrait venir m'aider. Elle ne le faisait pas, mais c'est vrai que quand c'était mon tour de rester dans la chambre et de dormir un peu, c'est vrai que moi non plus je ne me déplaçais pas parce que j'en profitais de cette nuit un petit peu de calme. Donc c'est un petit peu égoïste. C'était un soir sur deux, un soir de calme sur deux. C'était pas tout le temps, ça n'arrivait pas vraiment tous les soirs, mais c'est vrai que ça devait arriver 6 fois sur 10. Donc Alors un jour il la frappe, Sandrine, votre père. Un peu, trop fort, je pense. Et là il se passe ce qui s'était passé dans son enfance, c'est-à-dire que vous lui tenez tête, non? Oui. C'est la première fois où j'ai tenu tête, c'est la seule fois de ma vie où j'ai tenu tête en fait. C'est vrai qu'il a frappé très très fort et elle criait vraiment énormément. Et jusqu'en fait ça m'a réveillée et je me suis dit non c'est pas grave, rendors-toi. Et il m'arrivait une espèce de rage, une boule au ventre où je me suis dit, je devais avoir 16 ans donc j'étais plus petite. Je me suis dit c'est pas normal, il faut qu'il arrête, il va la tuer. Je pense que c'est ce que j'ai pensé. Et je me suis levée et j'ai voulu me mettre un peu au milieu des deux. Et c'est vrai qu'il m'a dit ça te regarde pas. Je suis retournée dans la chambre. Elle a recrié. C'est vrai que je me suis levée en fait de rage. J'ai frappé mon père. Et là il vous regarde avec un regard de fou presque. Oui. En fait il tombe au sol et en fait il me demande juste, il me dit pourquoi est-ce que tu as fait ça, mais avec une voix douce. Et alors sur le coup je me suis dit j'aurais jamais dû faire ça. J'ai eu de la peine. J'ai voulu l'aider à le relever. Il avait les larmes aux yeux. Oui il avait les larmes aux yeux et je lui disais pardon papa. Et en fait, il s'est relevé, et là, il m'a regardé vraiment méchamment, et c'est vrai que là, il m'a vraiment frappé très fort. Et vous partez? Et je m'enfuis, en scooter, en chemise de nuit. En mois de décembre. Mais j'avais vraiment pas froid. Les mains comme ça, collées sur le guidon du scooter. Et là, bon, vous retrouvez votre mère assez amorphe, en pleine dépression, très absente, comme vous dites, morte de l'intérieur. Parce qu'elle avait une surdose de médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, le Toubib lui avait donné trop de calmants, donc elle était complètement ailleurs. Et quand ils ont arrêté, quand ils s'en sont aperçus, il a quand même fallu qu'elle aille en psychiatrie parce qu'elle avait beaucoup... Elle était intoxiquée, bien sûr. Elle était intoxiquée par ces calmants. Et alors là, toutes les deux, c'est assez courageux. Vous commencez à vous dire, bon allez, il faut qu'on... C'est courageux, il faut qu'on y aille. Alors vous prenez toutes les deux un petit studio comme ça à 1500 balles dans le vieil Antibes. Et puis après ça commence, il y a l'appartement au premier étage à 2200 francs, puis la maison à Valoris à 3003. Donc vous commencez à épargner, vous serrez les coudes quoi. C'est pour ça que vous êtes aussi liés avec votre mère maintenant. Je pense. Oui, donc on sait. Vous avez bien galéré ensemble quoi. On a beaucoup galéré ensemble. Alors un jour il y a une scène terrible, vous essayez de réconcilier vos parents. Donc vous dites à votre mère, écoute, voilà, il va venir. C'est pas vraiment pour les réconcilier, mais ça me faisait plaisir de les voir ensemble. Malgré ce qui s'était passé, on a toujours le souhait de retrouver un petit peu sa famille. Et j'étais fière, en fait, juste mon père, on venait d'avoir l'appartement à Valoris, qui était mon plus bel appartement jusqu'à maintenant, je pense. Et j'étais très fière, en fait, d'inviter mon père juste pour lui dire, voilà, regarde où on vit, on y arrive. Et c'est vrai que donc j'avais dit à ma mère, surtout sois là, parce que moi je sais que j'allais avoir un petit délai de retard. Je sais que mon père n'aime pas le retard.
Et c'est vrai que ma mère n'était pas là, elle était en train de faire des courses. Et je pense que ça l'amusait de ne pas être là. Ouais. Et ça m'avait beaucoup fait de la peine. En fait, ça m'avait beaucoup vexée. C'est pas votre tante Annie qui l'avait influencé aussi? Je pense que c'est ma tante qui l'avait influencée en lui disant non, n'y sois pas, c'est pas grave. Ouais. Et votre mère, elle a un sourire bizarre quand vous la retrouvez, vous dites. Oui, elle rigole franchement, alors pour moi, en fait, je m'énerve énormément. Je me dis mais pourquoi tu as fait ça? Je comptais sur toi, tu m'avais promis. Et c'est vrai que ma mère rigole. Et je trouve, moi, et je là, m'énerve votre encore mère, plus. alors sans doute, bon, évidemment, pas bien mentalement, Je pense psychiquement, encore, sans doute, elle disparaît sans laisser d'adresse, elle est partie sans laisser d'adresse. Et oui, donc ma mère part. En fait, je rentre un soir à l'appartement et elle est pas là. Bon, elle rentre pas la première soir. Je me dis c'est pas grave, elle est sortie. Deuxième soir, troisième soir, et toujours pas de nouvelles. Je téléphone à son travail, il me la passe pas. Et je sais pas où elle est. Et ça dure comme ça une semaine. Et au bout d'un moment, en fait, les factures arrivent et je me dis comment je vais faire. En fait, j'étais en seconde où j'avais redoublé. Et je faisais mes études et je faisais mais comment je vais payer tout ça? En fait, c'est Ganel qui m'a un peu aidée. Et là, je tombe gravement malade et je pars à l'hôpital. Oui, là aussi très mal soigné, faut dire. On voit quand même parce que finalement, on vous dit que vous avez une angine blanche, puis on découvre un jour que vous avez des phlegmons et tellement infectés que vous avez une septicémie. Je frôle juste la septicémie. En fait, j'étais à 2 jours près. Et que vous êtes obligé de vous ouvrir les phlegmons comme ça brutalement parce qu'ils sont énormes. Vu que je devais avoir 7 de tension, ils ne pouvaient pas m'opérer. À cause en fait juste de l'anesthésie, et c'est vrai qu'on m'ouvrait à vif la gorge pour que ça, en fait, le sang coule. Et Gwenaël, il est génial parce qu'il s'occupe vachement bien de vous, il vous met devant la télé, il vous porte dans le lit, enfin il a une espèce de compassion pour vous extraordinaire. Non, c'est très beau ça. Voilà, alors après, en sortie de l'hôpital, vous allez vivre chez les parents de Gwenaël. Bah oui, parce qu'on n'avait pas d'argent, donc je retourne habiter chez ses parents. Et là, alors la mère de Gwenaël, Yvette, donc elle vide la chambre de sa fille Alexandra. Pour vous installer, vous et Gwenaël, ce qui fait que la fille Alexandra, évidemment, elle n'est pas très contente. En fait, il avait une chambre qui était beaucoup plus petite et la chambre donc d'Alexandra était plus grande. Et comme nous, on arrivait à 2, c'est vrai qu'ils ont interchangé les chambres. C'est vrai qu'elle n'était pas contente du tout. Alors cette Alexandra, c'est celle qui vous avait traité de clocharde déjà. Votre mère et vous, à l'époque, vous n'aviez pas de pognon. Je crois que c'est à l'époque du studio à 1500 francs dans le vieil Antibes, c'est ça. Et donc... Elle vous martyrise, quoi, d'une certaine façon. Si vous arrivez dans cette famille où tout le monde est très sympa avec vous, et je dirais surtout Yvette, vous avez quand même ce problème d'Alexandra qui vous en veut, quoi. Oui, ça a été. En fait, elle faisait tout contre moi. Elle racontait à tout le monde que je couchais à droite et à gauche, donc en fait j'avais une mauvaise réputation. Elle prenait mes vêtements que j'essayais d'acheter avec un petit peu l'argent que j'avais, et elle les déchirait. Elle prenait jusqu'à mes sous-vêtements pour les mettre lors de ses règles. En fait, c'était vraiment, elle était méchante. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert. Vous en avez bavé quand même. J'en ai pas mal. Un jour, votre mère réapparaît. Elle ne veut pas vous parler. Non. Tu n'es plus ma fille. Pourquoi? Je sais pas. Vous savez pas? Non, pas du tout. Elle réapparaît. En fait, elle a disparu. Je pense qu'on lui a monté un petit peu la tête en lui disant oui, Loana profite de toi, ou je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'elle me dit tu n'es plus ma fille. Là, vous faites 2 tentatives de suicide quand vous êtes chez les parents de Gwenaël. À chaque fois, c'est le lavage d'estomac au dernier moment. C'était par médicament, C'était très dur. Je pense que c'était un appel au secours, mais je voulais vraiment mourir à ce moment-là. Maintenant, je réaliserais ça plutôt comme un appel au secours auprès de mes parents pour leur dire regardez-moi, faites quelque chose. Et ils n'ont pas bougé. Puis vous vous réfugiez dans les animaux, c'est-à-dire vous commencez là, dans cette maison, à avoir... D'où vient ma grande passion des animaux, en fait. Parce que c'est vrai que ma famille m'ayant un peu délaissée, j'avais besoin de me sentir importante pour quelqu'un, pour quelque chose. Ganel, bien sûr, il était là, mais c'était pas pareil. Donc c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à pêcher des animaux à droite, à gauche, à les élever, les soigner, juste pour me sentir importante, me dire, voilà, grâce à moi, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que j'adore les animaux, bien sûr. Donc voilà qui est Loana, c'est pas une dragueuse, une mangeuse d'hommes, une vampe, une bimbo... Pas du tout. C'est quelqu'un, même quand vous étiez gogo girl, enfin gogo danseuse, vous avez refusé pas mal de propositions vénales, toujours. C'est un petit peu une chose dont je suis fière. C'est que c'est vrai que même des fois où j'ai pas eu beaucoup d'argent, on m'a proposé quelquefois des grosses sommes. 30 000 balles. Une fois, on m'a proposé jusqu'à 30 000 balles, bien sûr. Alors vous gagnez 700 francs par soir. Et j'ai refusé. Mais je pense que quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'étais plus fière de l'avoir fait. Alors vous parlez de vos hommes, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est vrai. Il y en a eu 6. Et Gwenaël, bon ben voilà, c'est la première fois que vous faites l'amour, c'est avec lui. Vraie passion physique avec lui. Vous baisez partout. Oui, on l'a fait partout. Mais c'était l'apprentissage pour tous les deux parce que lui ne l'avait jamais fait, moi non plus. Et en fait, on s'est découvert l'un l'autre et je pense que bon, comme les premières fois et quand c'est aussi beau, on a essayé ça partout. Ça a marché partout. Bon, après, il y a le père de Mindy, de votre enfant, donc, avec qui il y a eu cette aventure très courte pendant que Gwenaël était dans le Nord. Lui, vous a acheté dès que vous lui avez expliqué que vous étiez enceinte. Je lui ai dit et j'ai plus aucune nouvelle. Courageux. Il y a Olivier, alors là, bon, c'est l'époque qui était un gogo danseur. Alors c'est l'époque des drag queens, tout ça, quoi. Donc c'était une bande de danseurs. Et vous dites, ils étaient déguisés en femmes,
et moi, j'étais en train de devenir femme. Ouais. Sur votre côté, plateforme Boots et tout ça, un peu comme ça vient de là, quoi. C'est cette époque. Ouais. C'est un peu une passion parce que je les adore. Oui. Voilà. Sébastien, c'est le tombeur. Là. Celui-là, il vous a eu. Vous dites, je veux pas, mais quand même. C'est le grand dragueur. Il finit quand même par vous avoir. Ouais. Et un jour, il vous dit cette phrase terrible, il vous dit, j'aimerais qu'on se sépare un petit peu pour faire le point. Oui, c'est une phrase terrible, je pense, dans un couple. Ouais. Parce que là, on se dit, il y a un problème et on sait très bien que quand on fait le point, en principe, c'est pour une séparation. Quand on s'aime, on n'a pas besoin de faire le point. Voilà. Il y a Julien, qui est devenu votre meilleur ami. Et au départ, vous croyez qu'il est homosexuel. Oui, c'est vrai. Et puis pas du tout, apparemment. Non, là, non. Alors, il est jaloux, hein. Il est épouvantablement jaloux. Hein. Extrêmement. Ouais. Il profite un peu de vous, quand même. Il l'a fait, oui. Hein. Et aujourd'hui, c'est votre meilleur ami, quand même. C'est quand même mon meilleur ami. Il y a Jean-Édouard. Ah. Alors Jean-Édouard, que tout le monde connaît bien entendu, puisque c'était la nuit qui était filmée en caméra infrarouge, des images volées. J'ai pas encore vu les images. ont circulé sur Internet, mais quand même il y avait quelque chose de vrai pour lui, c'était pas juste... Pour moi? Oui. Non, pour moi je suis tombée amoureuse de Jean-Édouard, oui, c'est ça. bien sûr. Il a une belle gueule, hein. Oui, il est mignon. Il est beau. Bah quand même. Ah ouais. Mais je le pensais différent. C'est vrai que quand on est rentré, on ne savait pas les personnalités, les caractères de chacun. Donc je me suis retrouvée en face d'un petit homme, en fait, de 20 ans. Je le pensais timide, un petit peu comme moi, introverti. Alors maintenant, c'est vraiment que c'est le contraire. Et je me suis dit, bon, on va être tous les deux, on va être soudés. Et puis ça va mieux se passer, parce que ça se passait pas très bien. J'avais pas un très bon rapport avec les autres. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Ouais. Et cet été à Saint-Tropez, personne. Personne depuis. Voilà. Non, faut le dire ça, parce que tout le monde s'imagine des trucs épouvantables. Ben non, rien. Ben, j'attends. Et puis bon, je pense pas qu'il faille chercher, ça me viendra tout seul. Alors quand vous arrivez à Saint-Tropez, évidemment, vous arrivez en hélicoptère. Oui. Alors ça vous rappelle quand on est môme et qu'on est dans les embouteillages et qu'on dit si j'avais un hélico, je passerais par-dessus. Oui. Vous, ça vous arrive vraiment? Ça m'est arrivé, oui. Et là, vous réalisez que vous êtes la gagnante de Love Story. C'est là, oui. Justement, avec Christophe, on en parlait, puis on disait, là, vraiment, on a de la chance d'être gagnant, parce que là, on voyait vraiment qu'on avait quelque chose en plus. Ouais. Alors la Villa de Rêve n'est pas terrible, hein. La télé, vous dites, c'est une télé d'avant-guerre. Ah là là, la télé était terrible, on n'avait même pas la chaîne pour laquelle je travaillais. Non. Donc c'était quand même assez terrible. Le micro-ondes, vous l'attendez 5 semaines sur 6, quoi. Vous l'avez eu la dernière semaine. On ne demandait pas des choses luxueuses, on demandait juste que ça soit propre et que ce soit un petit peu avec les outils dont on se sert naturellement. Donc c'est vrai que moi j'ai dit, il n'y a pas un micro-ondes. Et c'est vrai qu'on a mis 5 semaines pour l'avoir. Pour l'avoir. Et puis alors il y a les gens, évidemment. Les gens, ils croient un peu comme c'est eux qui vous ont élu, le public. Ils croient que vous êtes un peu à leur service. C'est-à-dire, Loana, est-ce que tu peux me signer ça? Loana, regarde par là. Donc vous appartenez un peu à tout le monde. C'est terrible, ça, non? Sur la fin, ça devenait plus des ordres que des demandes. C'était, il faut que tu fasses ça. Regarde, nous, on a attendu pendant 3 heures. Tu devrais venir. Et c'était plus des demandes et ça commençait à faire mal au cœur. Alors, dans la villa, vous lisez la bio de Marilyn. Oui. Et c'est vrai qu'il y a plein de points communs avec vous. C'est vrai qu'elle a été abandonnée quand elle était enfant. C'est vrai que toute sa vie, elle a manqué d'amour et qu'elle l'a cherché auprès des hommes et de son public. Donc, il y a plein de traits communs. Je trouve. Et vous parlez très bien dans votre bouquin des deux Loana. Vous dites la petite huître et la grande pin-up. La petite huître qui se referme et puis la grande pin-up, jolie. Vous dites il y a 2 femmes dans mon corps et le public a aimé les 2. Les gens s'y sont pas trompés. Dès qu'ils vous ont vu, ils ont compris ça, cette dualité. Je pense. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrivait parce que c'est vrai qu'on voyait souvent la Loana extravertie, celle qui crie, celle qui danse sur les podiums, parce que l'autre était trop timide pour pouvoir s'imposer. Et je pense qu'à l'intérieur du Love, vu qu'on me voyait 24h/24, je pense que les gens ont réussi à percer ça et ça me donne d'autant plus confiance en moi que maintenant je peux me dire que je peux être comme je veux. Comme vous êtes vraiment, vous pouvez réconcilier les 2 Loana. Oui, c'est ce qui se passe. En tous les cas, le public vous a laissé dans le Love jusqu'à la victoire. Oui. Donc c'est bien qu'il vous aimait. Et vous avez une phrase qui est très bien, vous dites « J'ai été battu et j'ai dû me battre, comme tous ceux qui ne sont pas nés du côté ensoleillé de la rue. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on lit cette histoire, on ne peut plus vous en vouloir pour rien, parce que c'est une histoire un peu triste, une enfance un peu malheureuse. Oui. Hein. Vous dites, j'étais star avant d'avoir fait quoi que ce soit, maintenant je dois faire la route à l'envers. Donc maintenant, il faut le prouver, effectivement. Oui. Je crois que le bouquin y participe, parce que c'est bien. Donc ça, déjà, ça vous a fait quelque chose, que vous disiez tout à l'heure en arrivant. Vous dites, en parlant de votre bouquin, ma vie était pleine de trous et de révélations, avec un fil et une aiguille, pendant l'été, je l'ai recousu. Oui. Donc ça va mieux. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on a tendance trop à enfouir, à essayer d'oublier, alors que là, en le mettant un jour, disons que je me suis réconciliée avec moi-même, avec mon passé. Ça va beaucoup mieux. Donc ça s'appelle Miette, c'est chez Power, et c'est signé Loana Petrucciani, parce que tel est votre nom. Alors, on va souffler un peu. Après toutes ces aventures, on va regarder quelques images. On va voir Marjorie, votre amie d'enfance. On va voir Yvette, la mère de Gwenaël, que vous appelez votre seconde maman. On va voir Violette, votre mère, Magnéto.
C'est dans le midi de la France que Loana a passé ses 10 premières années. Nous y avons retrouvé Marjorie, une inséparable amie d'enfance. Elles ne se sont pas revues depuis 10 ans. On était tous les deux en train de regarder la télé et je dis mais c'est Loana. Et lui il me dit mais qui ça Loana? C'était ma copine au collège. Et j'en suis pas revenue, je suis restée bouche bée. J'ai appelé mes parents tout de suite, je leur ai dit regardez qui est à la télé, c'est Loana. Et voilà, ça a été la grande surprise en fait. Pour la première fois, Yvette, la seconde maman de Loana, ouvre ses portes à la télévision. Messieurs, c'est ici. Faut monter les escaliers. Entrez. Bien, je vais vous faire visiter un peu l'ancien univers de Loana. Alors, la cuisine qui est interdite, qui est en travaux. Donc, pourtant, c'était l'univers favori de Loana. Ah bon, pourquoi? Ah oui, c'est une très grosse mangeuse, très gourmande. Elle se levait même la nuit pour manger. Loana a commencé à habiter chez moi parce qu'elle avait beaucoup de problèmes avec et son père et sa mère. Le début, je n'étais pas trop d'accord qu'elle habite ici. Elle était mineure, elle n'avait que 15 ans. Et c'est ma fille Alexandra qui me dit « Mais tu sais, maman, elle est très malheureuse, elle est dans la rue. » Et oh, bon, mais j'ai dit... Alors, elle a commencé 1 ou 2 jours par semaine à dormir à la maison. Et puis après, ça a été tout le temps. Souvent, elle m'appelait quand même maman, mais on a beaucoup d'affection l'une pour l'autre. Comme elle était très réservée, s'il y avait une personne étrangère à la famille, elle s'en allait. Loana m'a fait souvent de petits cadeaux. Son premier petit cadeau, c'est le nounours rose qui est là. Voilà, ça a été le premier cadeau de Loana. Et un de ses derniers cadeaux, ça a été ceci. L'amitié est un joyau dont le cœur est l'écrin. Je vais vous montrer une marque de Loana que nous allons garder précieusement. Voilà, Loana a gravé son prénom dans du béton. Alors Loana 92, gravé par Loana. Viens, tu viens Jade? Allez, on rentre. Allez Jade. Les derniers moments d'anonymat, c'est ici, à Nice, que Loana les a passés. Elle partageait avec sa maman un minuscule studio. Bonsoir. Voilà, ici c'est la maison de Loana, la toute petite maison de Loana et de sa maman. Ici ça ressemble plutôt à une maison de poupée, mais parce qu'il y a beaucoup de petits souvenirs et que dans un espace réduit, on met des petites choses et chaque chose a sa valeur. L'année dernière, pour son anniversaire, j'avais pas beaucoup de sous. Et généralement, pour notre anniversaire, on essaye de s'offrir quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui étonne, Même si c'est quelque chose qui coûte 5 francs. Mais c'est moi qui ai choisi les couleurs et la petite souris. Ça lui correspond bien. Et la différence des autres gens, c'est qu'on vivait pas ensemble les mêmes heures. Et Loana, en fait, dormait le jour. Moi, je dormais la nuit et ça faisait beaucoup d'heures sur un matelas, c'est vrai. Si vous aviez envie de lui dire quelque chose que vous ne lui avez jamais dit, il y a quelque chose que je lui redirais volontiers. C'est je t'ai laissé une miette. On t'a fait princesse. Tu as été ma petite étoile. Tout le long du loft, t'es bien avant. Et il ne te reste plus qu'à grandir et à vivre, à devenir soleil. Voilà. Elle est où votre maman maintenant? Là, elle est à Nice. Elle a repris le travail? Ouais, elle a repris le travail. C'est Gwenaëlle qui vous a réconcilié, parce que vous êtes restés 2 ans sans la voir à l'époque. Ouais. Hein. Les retrouvailles ont été assez froides. Hein. Oui, parce qu'en fait, on pensait qu'Gwenaëlle avait monté un petit peu un stratagème. Elle était venue me voir en me disant « J'ai rencontré ta mère, mais c'est vrai qu'elle va mal, elle voudrait te parler, elle a besoin de toi. » Il m'a dit « Surtout, lui dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, sinon elle ne voudra pas te parler. » Il a dit inversement à ma mère. Et en fait, donc, on s'est retrouvés à une table d'un restaurant, en train de boire un verre, en pensant que l'une avait besoin de l'autre. Alors qu'on était tellement fiers qu'on l'aurait jamais fait nous-mêmes. Donc, on a commencé à se voir 1 heure, puis 1 journée, puis au fur et à mesure, maintenant, c'est la femme la plus importante de ma vie. Elle vous regarde là? Ma mère? Ouais. Ouais, je pense. Pas du tout, elle est là.
comment ça va? J'ai failli pleurer. Je crois que j'ai failli faire la même chose. C'est émouvant le bouquin. Hein. J'ai failli pleurer. Alors dites-moi, parce que dans le bouquin, il y a une question à laquelle même Loana ne peut pas répondre. Pourquoi à un moment vous ne voulez plus la voir? Je crois que il y a des choses dans la vie qui font que on ne sait plus exprimer ses sentiments et on ne sait pas. Et puis quand on n'est pas bien psychologiquement et tout, il y a peut-être des choses qu'on dit qui ne sont pas vraies. Ouais. Mais, et qu'on ne sait plus exprimer, on sait plus. Et je pense que c'est à ce niveau-là. Ouais. Vous en êtes voulu de ça? En fait, je m'en rappelais pas. Je savais. Mais pas du tout. C'est l'époque où vous Je preniez l'ai beaucoup... redécouvert tout à l'heure en regardant. Ouais. C'est l'époque où vous preniez beaucoup de calmants? Je m'en suis aperçue après, mais sur le moment, certainement pas. Ouais. C'est-à-dire, je pense pas que cette époque-là qui compte, je pense que c'est l'époque qui est maintenant. Ouais. Mais maintenant, ça va très bien parce Ouais. que... Ah, tout à fait. Ça a Quand été un passage. Ouais. Je crois qu'après des périodes très difficiles, eh bien, n'importe qui peut être à même de faire une dépression et puis Bien de sûr. réagir Ah oui. d'une Surtout certaine après façon. ce que vous aviez vécu, bien sûr. Mais on voit bien d'ailleurs quand, le soir de l'émission de la sortie du Loft, c'est vous qu'elle regarde dans la salle. C'est pas Benjamin Castaldi. Moi, je crois bien que c'est elle aussi que je regarde, c'est pas Benjamin Castaldi. Ah, je l'avais Benjamin, pas vu si tu nous pendant regardes. 70 jours, alors c'est vrai Pardon, que Loana je l'avais pas vu pendant 70 jours. Ouais. Et c'est vrai que j'avais envie de tout lui demander, j'avais envie de la serrer fort dans mes bras, parce qu'il y a tellement de fois où en fait je l'ai appelée, mais sans vraiment le dire, où j'essayais de me poser des questions, comment est-ce qu'elle vivait, et de la voir comme ça. Alors après tant de jours où j'aurais voulu la voir, j'étais captivée bien sûr par ma maman. Ça va maintenant? Ah oui. Oui, ça va bien mieux. Mais je Le l'ai eu au stress téléphone passe. aujourd'hui en plus. Oui, puis je te dis que je me reposais bien, c'est vrai. Et oui, je fais ça va, elle me fait oui, oui, ça va bien. Elle me dit je te montrerai la semaine prochaine. Alors on a demandé à quelqu'un d'autre de venir ce soir. C'est une amie à vous, une copine à vous. À l'époque, vous étiez adolescente. C'est Marjorie. Oui, je vois ça. Alors, vous étiez ensemble, c'est quoi, à l'époque en troisième, non, c'est ça? Quatrième, troisième, ouais. quatrième, Ouais. C'est l'époque où Loana commençait à montrer de l'intérêt pour les garçons. Vous aussi, non? On draguait non, pas c'était vraiment, plutôt après. mais c'était un amusement. On les regardait de loin et puis je pense qu'on C'est s'est. venu bien après quand Ouais. même. Ah bon. Sérieusement. Vous dites ça parce que vos parents regardent, non? Ah non, non, pas du tout, sincèrement. Non, non, c'est non, vrai. je crois pas. Ouais. Elle était comment à l'époque alors? Est-ce qu'elle vous racontait par exemple ce qui se passait chez elle, les problèmes qu'elle avait avec son père, sa mère qui était dépressive? Est-ce que... J'étais un petit peu au courant, mais c'était pas en détail. C'est vrai qu'on n'en parlait pas énormément. Bon, je savais que ça allait pas très très bien. C'était... Comment dire? Non, je pense que Elle ça le se montrait- passait elle le très montrait pas. naturellement. Non, elle le montrait pas Elle tellement. prenait non. sur elle. Beaucoup, je trouve, ouais. Elle se plaignait pas. Non, pas tellement, non. Les autres n'étaient au courant de rien, ça c'est Ouais. sûr et certain. Ouais. Quand j'étais avec elle, c'était des moments heureux. C'est vrai que des fois, elle s'apercevait que des fois, je pleurais un petit peu. Donc c'était des questions, mais j'essayais de vite les ébruiter parce que Ouais. quand j'étais avec elle, c'était les fous rires qui comptaient. Ouais. Vous êtes rappelé, revu après le Loft? Ah, depuis le Loft? Non, Non. c'est la première fois Ah que je la bon revois. Ah bon? Non, parce qu'il y a beaucoup d'amis de Loana, beaucoup de copines de l'époque, dont vous dites pas du bien dans le bouquin. Il y en a beaucoup qui vous ont trahi, il y en a beaucoup qui ont été... Quelques-unes, oui. Ouais. Ouais. Marjorie, ça va? Jamais. C'est mon meilleur souvenir. Bien. Il y a une autre personne aussi qui était avec vous à l'époque où vous dansiez. Joël. Oui. Karen. Tout le monde est là, c'est génial. Non, mais je savais pas. En plus, je pensais que c'était juste une émission. Non, mais c'est très bien. Alors, donc à l'époque, vous continuez à danser, vous? Toujours, oui. Toujours? Toujours. Sur la côte?
Et oui. Ouais. Tu sais que j'étais disjockey whisky à gogo à Juan-les-Pins, donc je connais bien. Ah. C'est pas d'hier, mais a j'ai travaillé connu, là-bas. j'ai connu ça aussi. Vous avez travaillé au whisky? Toutes les deux. Ah bah toutes les deux, Et ouais. depuis qu'il n'y a plus Loana, il n'y a Ouais. plus de gogo. Vous avez trouvé une autre partenaire maintenant? Non. Non. Vous J'arrête tout doucement. Ah, vous Quand arrêtez même. doucement. Doucement. Alors, à l'époque, Loana nous disait qu'effectivement, quand on danse comme ça, toute la soirée, enfin c'est 3 fois 20 minutes, hein, c'est ça, Ouais, non? 3 fois 20 minutes, Il y a toujours des propositions. Loana nous disait qu'elle avait gagné 700 francs par soir, ce qui n'était pas terrible, qu'elle avait toujours refusé les propositions vénales Tout à fait, oui. des hommes. Ouais. Tout à fait. On en a souvent, oui, c'est vrai. Vous êtes revus depuis le loft? Non, téléphone, mais on ne s'est pas vu. Pas le temps. Ah bon, bah voilà. y en a Vous allez qui dîner cherchent. ensemble Ah oui, après non, l'émission. c'est des premières fois. Voilà, bah, il manque quelqu'un ici ce soir. C'est Yvette, elle est là. Voilà Yvette. Formidable Yvette. Heureusement que vous avez été là aussi. Hein. La seconde maman, comme on dit. Alors votre fils a été quand même, apparemment, d'après ce qui ressort du bouquin, le grand amour de Loana, non? Oui, Hein? oui, oui. Il a fait beaucoup pour elle quand elle était malade. Oui. Ouais. Oui. Il s'est beaucoup donné de mal. Je crois, oui. Et vous les avez accueillis chez vous, donc pourtant il n'y a pas beaucoup de place. Non, mais on faisait avec. Ouais, vous avez viré Alexandra de sa chambre pour les installer. Je vais pas raconter aux détails. Non, mais J'ai c'est vu, formidable, c'est formidable ça, moi je trouve. Et c'est chez vous qu'elle a fait ces 2 tentatives de suicide, vous avez eu peur? Oui, mais la première, on l'a su que le lendemain. Mon fils l'a transporté seul à l'hôpital. Ouais. Et on l'a su que le lendemain, il ne Ouais. nous l'avait pas dit. Après, la deuxième aussi. Et Gwenaëlle se marie là? Ce n'est pas sûr. Oui, oui, se Est-ce qu'il va marie bien? en août Est-ce qu'il va l'année bien? prochaine. Ouais. Bien, alors maintenant je vais vous poser une question à toutes là. En commençant par vous, Violette, quelle morale vous tirez de tout ça maintenant, là, à la sortie, c'est-à-dire après la vie que vous avez eue, après le fait qu'elle soit devenue une star, même si maintenant il lui reste encore à le prouver, elle commence avec ce bouquin. Quelle morale vous tirez de ça? Si jusque-là, elle a mangé son mauvais pain, je dis qu'elle a beaucoup de bon pain à manger. Très bien. Elle a mangé le pain noir, il lui reste le pain blanc. Et il y en a Ouais. beaucoup, hein, Beaucoup. à manger. On espère, en tous les cas, la tout à nature. fait. Ouais. Et vous, Yvette, la morale que vous tirez de tout ça, la conclusion? La conclusion, c'est que j'espère qu'elle s'est bien vengée de son passé. Et que Elle n'a ça pas va eu beaucoup de continuer chance, pour ouais, elle. étant Oui. enfant, c'est vrai. Quelle morale vous tirez de tout Elle ça? mérite vraiment parce que bon, il y avait des soirs où c'était pas évident. Elle a gagné le cœur des Français, je crois. Ça, c'est clair. Ouais. En étant elle-même. Oui, ah oui. Reste votre père, vous lui pardonnez? Je pardonne pas. Disons que j'aimerais le revoir. Peut-être que je lui pardonnerai avec des explications, mais pas comme ça. Et vous? Votre mari? Non, non, moi je pardonnerai du tout. Même si vous le revoyez? Oui, je pense. Même. Même. Oh là là, elle a l'air d'avoir un sacré caractère, hein, maman aussi. Oui, hein. j'essaie de t'y tenir. Voilà, bah écoutez, merci. Donc je rappelle le titre du livre, c'est Miette, Loana, chez Poder. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.